Eh bien, bonsoir messieurs. Paracha Vayechi et en plus 10 Tevet. Donc on est le 10 Tevet, on est déjà le 10 Tevet. Alors comme vous le voyez, on peut manger des bonnes choses. Il n'y a pas de problème. C'est un jeûne qui va commencer demain matin. Et par contre, c'est un jeûne qui va finir Shabbat. Donc on va couper le jeûne que dans Shabbat. C'est-à-dire qu'on va jeûner une partie de Shabbat, quoi. Alors, il y en a qui veulent faire pile, arriver 18h pile à la maison pour faire le kiddush, etc., puisque le jeûne finit à 18h. Bon, pas de problème. Après, il faudra penser à refaire Kriyat Shema, parce qu'on aura fait trop tôt. D'accord. Il y a des choules qui disent non, à 18h, ça va, on peut finir à 18h à la choule. Moi, c'est ce que je vais mettre en place. Finir à 18h et 19h, ils rentrent, quoi. Voilà, ne pas tarder, bien sûr. La famille attend et on n'est pas à 5 minutes près. Mais peu importe. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est un jeûne qui va jusqu'à Shabbat. Il n'y a aucun jeûne qui. Et il n'y a même aucun jeûne pour lesquels on jeûne le vendredi. C'est quand même incroyable. Là, ce jeûne du 10 Tevet. D'accord? Souvent, le 10 Tevet, il tombe entre Vayigash, Vayechi. C'est quasiment tout le temps dans la paracha Vayechi. Quel rapport? Première question. Entre Vayechi et le 10 Tevet. Est-ce qu'on va trouver un rapport ou pas? C'est la première question. Ben, de façon sous-jacente, excusez-moi. Dans le shiur, on aura quelle est cette importance extraordinaire du 10 Tevet. Vous savez que si le 3 Tishri, ça tombe un vendredi, ça ne peut pas tomber un vendredi, mais si ça tombait un vendredi, ça serait reporté. Si Kippour tombait un vendredi, il serait reporté. Kippour serait reporté. Le 10 Tevet, si ça tombe un Shabbat, c'est comme Kippour, on le ferait. 10 Tevet, si ça tombe Shabbat, on le reporte pas. T'as vu ça? Tisha B'Av, on le reporte. Tisha B'Av, un jeune de 25-26 heures, on le reporte. Tu peux pas. Tu peux pas. Très bien. Deuxième question. Non, c'est la troisième. Troisième question. La première question, c'est le rapport entre Vayechi et le Distevet. Deuxième question, pourquoi une si grande importance du Distevet? Troisième question, qui apparemment n'a rien à voir, mais on va voir. C'est quand est-ce que commence l'asservissement des Béné Israël? L'asservissement des Béné Israël. Les Béné Israël, ils ont été asservis en Égypte, comme chacun sait. Mais quand est-ce que ça a commencé? Alors, regardez, on va lire la première phrase de la paracha. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Il a vécu Yaakov be'eretz Mitzrayim en Égypte, Sheva Esre Shana. Pardon, 17 ans. ויהי ימי יעקב, שנחייב 7 שנים ו49 שנה, il a vécu 147 ans. D'accord, il s'est présenté dans Pharaon, il avait 130 ans, et il a vécu 17 ans en Égypte, 130 plus 17, 147. Très bien. Maintenant, quand vous regardez un Sefer Torah, la paracha Vayechi, le mot Vayechi, il est collé avec juste un petit blanc du dernier mot de la paracha Vayigash. Il n'y a pas des grands blancs. D'accord? C'est très simple. Dans le Sefer Torah, chacun voit comment c'est un Sefer Torah. Quand on change de paracha, on saute 3-4 lignes, il y a un gros blanc comme ça, et puis on commence une nouvelle paracha, on reconnaît très vite des têtes de parachiotes. Vaïchi, non. Vaïchi, c'est en plein milieu. Vaïchi, c'est en plein milieu euh, d'un mot, d'une phrase, d'un carré, quoi, de lettres. Et il y a le dernier mot qui est Méod, je crois, de la paracha Vaïgash.
Voilà, Vayabou Meot, Meot, et vous avez Vayechi. Juste un blanc qui sépare deux mots. Donc ça s'appelle une paracha Stouma, paracha fermée. Satoum. Rachid, il explique tout de suite pourquoi c'est Satoum. Pourquoi c'est fermé. Lama parachazo Stouma. C'est Rachid qui parle. Pourquoi cette paracha est Stouma? Les fiches Ekeban chez Nifta Yaakov Avinu. Quand il est mort, Yaakov Avinu, Nistemu Eneem Velibam chez l'Israël. Ils se sont fermés les yeux et le cœur des Juifs, d'Israël. Mitzarat Hashibud, de la difficulté de l'asservissement. Donc, quand est-ce qu'elle a commencé l'asservissement? Shitrilou le Hashem Shabadam, qu'ils ont commencé à les asservir. Donc, elle a commencé quand l'asservissement? Ah oui, non. Le mort de Jacob. À la mort de Jacob. D'accord? Ce qu'il dit. Les fiches équivalentes chez Niftar et Jacob Abimnou. Pourquoi la paracha est Stouma? Parce que là, on va parler dans cette paracha tout de suite de la mort de Yaakov Avinu. Et elle est Stouma, pourquoi? Parce que le cœur et les yeux des Bnei Israël, ils sont fermés à cause de quoi? La mort de Jacob. De la mort de Yaakov. Très bien. Bon, tout va bien. Seulement, la semaine prochaine, on va voir la paracha Shemot. Paracha Shemot, c'est la suivante. Vele Shemot, Bnei Israël, Abaïm Mitzrayim et Yaakov et Shubet Obehu, voici les noms des Bnei Israël. Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Yebulun, etc. Et à un moment, il y a marqué Vayamot Yosef et Chol Echav, ils sont morts. Il est mort, Yosef et tous ses frères, donc tous les Shvatim, tous les, toutes les tribus. Vechol Adoraou et toute cette génération-là. Et tout de suite, les Bnei Israël, Parou Vaishretsu, Vayabou, Vayitzmud, Bouanood, les Bnei Israël, ils se sont multipliés, etc. Devenus puissants. Ils ont rempli la terre. Vous voyez, comme Melech Hadash. Pam. Il y a un nouveau roi qui est revenu, qui est arrivé. Pardon. D'accord? Le Haman de l'époque, le Hitler de l'époque. D'accord? Donc, quand est-ce qu'elle a commencé? Vayamot, Yosef, Echol Echav, Echol Adaraou. Quand les enfants de Jacob sont morts. Ils sont morts bien après. Le dernier, il est mort bien après Jacob. On peut faire le calcul. Je vais vous montrer pourquoi on peut faire le calcul et comment, en reposant une question. Maintenant, je ne te comprends pas. Toi, Rachid, comment tu connais pas ce passouk? Ils ont été asservis à ce moment-là, quand tous les enfants sont morts, pas quand Jacob est mort. Et de plus, un passouk là que là, on peut dire que Rachid a loupé le passouk. Bon. Mais il y a un moment, on va voir que Rachid dit une chose et son contraire. À un moment, il y a marqué comme ça. Excusez-moi. C'est 6, 14. À un moment, on va parler de une liste des enfants. Excusez-moi. À un moment, on parle on fait la liste de la famille de Shimon, de, de Shimon et de Lévi. De Réhouven, Shimon et de Lévi. Je vous le cherche dans les mots. Je croyais avoir noté la référence, je ne l'ai pas fait, désolé. J'essaie de vous trouver tout ça parce que c'est très important. Donc, dans le parcelle de Shemot, on nous dit la chose suivante.
Oui, après, c'est vrai. Euh, Incroyable. Incroyable, incroyable. Bon, écoutez, c'est- j'ai du mal à la trouver. En fait, elle nous dit comme ça. Elle nous dit, voici par cœur. Voici la descendance de Réhouven. Réhouven, Shimon, Lévi, c'est les trois aînés. La descendance de Réhouven, et on dit Réhouven, et il avait tant d'enfants, tant d'enfants, tant d'enfants. Bon, avec tel enfant, tel enfant, tel enfant, tel enfant. Et ensuite, il y a marqué, non, c'est dans Shemot. Mais c'est, je l'ai vu tout à l'heure, facilement, mais là, bon. Euh, euh, c'est pas ce que tu penses. Réhouven, Shimon, pareil, il a eu tant d'enfants, tant d'enfants, tant d'enfants, tac, 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 et ça s'arrête. Lévi, il a eu tant d'enfants, tant d'enfants, tant d'enfants, et il est, euh, il est mort à, si ma mémoire est bonne, 133 ans, quelque chose comme ça. Non, non, Lévi. Mm. 137? Ah, si tu te rappelles par cœur, bien sûr, peut-être. En tout cas, on dit les années de Lévi. On les dit, les années de Lévi. Et Rachi sur place, il dit, pourquoi on dit préciser les années de Lévi? On précise les années de Lévi parce que, pour savoir quand est-ce que il a, il a, quand est-ce que Lévi, comme Lévi était le dernier à mourir, et que c'est à la mort de tous les enfants de Yaakov que ça a commencé, comme le début d'accord? C'est ce qu'on a vu. On a vu que Yosef, il est mort, et tous ses frères, et Pharaon, il arrive, et il tape. D'accord? Donc on a vu que c'est la mort des. On le voit dans le texte. Rachid dit rien. Rachid a dit non, ça commence quand? Dans notre Rachid de la Paracha, ça commence quand? À la mort de Jacob. Ah oui, d'accord. D'accord? Et donc on a posé une question sur le premier pas, sur le 4-5e passouk de Shemot. Yosef est mort avec tous ses frères. Il y a Pharaon, il arrive. Donc c'est à la mort des frères. Après, on nous dit plus loin les noms les années de la vie de Lévi, pour savoir exactement quand est-ce qu'a commencé l'esclavage. Et ça, c'est Rachid qui nous le dit. Il dit pourquoi on nous a donné les années de Lévi, c'est uniquement pour nous dire que, puisque Lévi c'était le dernier des frères, et que l'esclavage il a commencé à partir du moment où tous les frères sont morts, donc Lévi, alors on peut faire le calcul. Tac, tac, tac. Et si je me rappelle bien, j'ai fait le calcul, c'est 54 ans après la mort de Yaakov. Donc un abattement de 54 ans entre la mort de Yaakov, pour lequel Rachid sur place, il dit l'esclavage a commencé, et 54 ans plus tard, on nous donne les années de vie de Lévi pour nous dire, et c'est Rachid qui lui dit aussi, pour nous dire quand est-ce que l'esclavage a commencé, pour que tu puisses calculer, puisque c'est à la mort du dernier fils de Yaakov, entre guillemets, comme on voit au premier chapitre, hein, au début de la paracha Shemot, que, une fois que tous les enfants sont morts, ça a commencé. Donc, c'est quoi ça? Rachid se contredit, très étonnant. C'est bon? Très bien. Autre question. Vous savez tous que Yaakov, Yosef, il est venu avec ses enfants. D'accord? Ephraïm et Ménaché. Ménaché, c'est l'aîné. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il met l'aîné à sa gauche et le cadet à sa droite. Pourquoi? Parce qu'il est en face de Yaakov. Et si toi, en face de ta gauche, j'ai ma droite. Et en face de ta droite, j'ai ma gauche. Donc, Yosef, il ne veut pas que son père se fatigue à croiser les bras. Normalement, quand tu es un père qui marche, il a l'aîné à sa droite. Quand tu es à table, tu as l'aîné à ta droite.
La droite, c'est toujours le plus kavod. D'accord? Donc, normalement, l'aîné devait être à la droite de Yosef. Mais à ce moment-là, Yaakov, il aurait pu croiser les mains, puisqu'on met d'abord sa main droite sur sur l'aîné. On est bon? OK? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef, pour kavod de son père? Il a mis l'aîné à sa gauche, le cadet à sa droite. Comme ça, quand Yaakov il met ses mains, quand il met ses mains comme ça, c'est pour mettre la main droite sur le côté gauche de Yosef, donc sur la tête de l'aîné, finalement, qui est à sa bonne place en face de Yaakov, même s'il n'est pas à sa bonne place à côté de son père. Parce que n'oublions pas que Yaakov était âgé et fatigué. Croiser les mains pour quelqu'un qui est fatigué, c'est compliqué. Moi, des personnes âgées, elles ont du mal à mettre le manteau, etc. Donc, tout va bien. Tout va bien. Maintenant, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a croisé les mains. Il a quand même croisé les mains. Pourquoi il n'a pas dit à Yosef, attends une seconde, remets Ménaché ici, remets Ephraïm là-bas. Pourquoi il n'a pas dit ça? Il a croisé les mains. Il a fait un effort, il a croisé les mains. Il pouvait dire à Yosef, pourquoi croiser les mains? C'est pas. Vous comprenez la question? C'est le papa. Tu vois, tu dis non, non, regarde. Lui, il va être plus grand que l'autre, tac, tac, déplace-nous. Cinquième question. Alors, on va regarder. Dans les brachot, quelque chose de très joli. Dans les brachot qu'il va donner à Issachar. Issachar, on l'avait vu, celui qui porte la Torah. Alors, il dit la chose suivante. Vous en faites pas, là, j'ai le verset. Je suis pas nul à ce moment-là. Vayar Menucha. Il a vu, Issachar, la Menucha. Il a vu le repos. D'accord? Parler des thunes, il faut comprendre le repos, le kiff, tout ça. Kitov, qui était bien. C'est. Vetaretz Kinaïma, la terre qui était bonne. Wow. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé direct. Vayet Shirmo, il a penché son épaule. Lisbol pour bosser. Vaï les massoved et mot à mot, c'était les masses comme masse, c'est les impôts, d'accord? Mais c'est une charge, quoi, Oved, en tant que travailleur, quoi. Donc c'est comme le gars, il est là, il est au bord de la mer, il fait 21-22. Ça, c'est moi, j'aime bien comme ça, tout petit vent. Tu n'as pas besoin de t'es habillé, tu ne transpires pas. Le soleil, t'as une Gemara. Il y en a qui disent non, non, sur la Gemara. Et d'ailleurs, ce qui goûte, c'est sans Gemara, c'est-à-dire que le repos, quoi. Il a bossé dur. Il voit que c'est bon. Il voit que c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il se lève et je comprends pas. Toi que tu vois bien que c'est le kiff, tu te mets à prendre un joug pour pour un truc sur la tête. C'est quoi cette bracha que fait Yaakov à Issachar? Et dis-toi, c'est bien, toi. Tu vas voir, donc, le repos, c'est bien, tu vas trouver des coins magnifiques, et puis tu vas bosser. Tu vas te lever direct, tu vas bosser. Donc, on va essayer de regarder un petit peu tout ça. Je répète les questions. Quel rapport entre Vaïchi et le Distevet? Deuxième question. Pour- Pourquoi le Distevet, c'est si important? Troisième question. Quand est-ce que débute le l'asservissement? Est-ce que c'est à la mort de Jacob ou à la mort de Lévi? 54 ans plus tard. Rachid dit les deux. Donc, le problème, c'est de comprendre Rachid.
Pourquoi Jacob il croise les mains? C'est fatigant pour une personne malade. La preuve, c'est que Yosef, il a fait tout le stratagème pour pas qu'il croise les mains. D'accord? Mais pourquoi il croise les mains? Puisque bon, il s'est trompé, Yosef. Mais alors toi, Jacob, dit change, rechange, mets des choses à leur place. Pourquoi il dit pas ça? Il se fatigue. Et cinquième question, c'est quoi cette bracha euh, sur Issachar, que maintenant que tu as trouvé le kiff, qu'est-ce qu'il fait de lui-même? Il a vu que le repos est bon et que la terre est bonne et qu'il y a le petit vent et les petits coca avec les glaçons et tout, c'est la totale. D'accord? Les copains, voilà, gentiment, on parle de choses gentilles, tout va bien. Et tout d'un coup, il s'est dit, ah, c'est trop kiffant ça. C'est pas Ashkenaz en plus, c'est pas qu'il a le droit de kiffer. Et qu'est-ce qui se lève? Et il dit, très bien. Alors, on va commencer à répondre aux questions. Alors d'abord, on va dire ce que c'est le Distevet. Bien préciser le Distevet. Le Distevet, on jeûne. Les gens en général, il n'y a que quand ça tombe vendredi qu'on se dit, tiens, mais quand ça se fait qu'on jeûne jusqu'à Shabbat et tout. Mais sinon, ça passe facilement. Demain, le jeûne, je crois qu'il commence à 7h moins 5, il finit à 6h. Bon, les gens, ils vont se lever à 6h30, 6h15, ils vont faire le petit-déj, d'accord? Souvent, le vendredi, on mange rien. En vérité, le vendredi, on mange pas beaucoup. Donc, tu arrives, tu as les préparatifs, tout ça, tac, 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 tac. Bon, il fait froid un peu, mais d'un côté, quand il fait froid, on ne souffre pas de la soif. Bref, c'est un jeu, il passe comme ça. Quand ça tombe la semaine, là, vendredi, même les gens, ils vont bosser. Mais quand c'est un jour de semaine, c'est encore pire. Il bosse, c'est bon, il se rappelle même plus, ils sont là, ils ont des rendez-vous, et tout d'un coup, ah bah ouais, 18h, attends, ouais, une seconde, ouais, je prends un truc. Donc ça, c'est un jeune qui passe à l'as. Quand il tombe vendredi et qu'on dit, tu jeûnes jusqu'à Shabbat, on s'interpelle. Et quand on te dit que s'il avait tombé Shabbat, maintenant il ne peut plus tomber Shabbat. C'est des calculs qu'a fait Ezra et, euh, et Rav Hillel, 13e génération, en 358, si ma mémoire est bonne. Il a fixé le calendrier et terminé. Ni Kippour ni le 10 Tevet ne pourront tomber. euh, non, excuse-moi. Ni le 10 Tevet peut tomber Shabbat, ni Kippour peut tomber Erev Shabbat. Kippour tombe Shabbat, et pas Erev Shabbat. D'accord? Et si tombait Erev Shabbat, il serait reporté. Donc qu'est-ce qu'il a ce 10 Tevet? Si important. 10 Tevet, c'est le moment où Nebuchadnezzar, il a encerclé le Beth Amikdash, c'est-à-dire Yerushalayim plutôt. Il a encerclé Yerushalayim. Il a encerclé Yerushalayim. Et il a commencé à faire bien pour lui. En tout cas, c'est l'encerclement. C'est l'encerclement. On n'est pas dans la première brèche. Je comprends. Cette amour, je comprends. Les brèches, je comprends. Là, c'est mal parti. L'encerclement, à Yerushalayim, il y avait, certains midrashim disent, il y avait 21 murailles. T'as 21 murailles. On n'a pas qu'une seule. On a 21. Donc, tu peux pas. Quelle armée va résister? Il y a beaucoup de midrashim où ils ont voulu abandonner, etc. Et après, Hachem, il a fait tomber les murs. Il a fait tomber un pan de mur. Ils sont venus. Bref, en fait, c'est que c'est un début qu'on ne voit pas venir. C'est embêtant, mais ça va. On va se battre, c'est le début, ça va être un long siège, on a des ressources, et ça, c'est embêtant. Pourquoi? Parce que c'est comme un venin que tu ne vois pas venir. C'est le début.
C'est pas la brèche. Une brèche, tu la vois. Des fois, les gens, ils la voient pas. Même la brèche, ils la voient pas. Mais là, c'est avant la brèche. C'est-à-dire que tu es dans un barrage hydraulique, d'accord? Et puis, c'est pas, il n'y a pas une brèche. Je te dis juste, tu sais, là-bas, ils ont mal soudé, mais moi, tu vois, ça tient. Bon, donc ça tient, ça tient. Il y a une brèche, il n'y a pas de brèche. Bon, bon, alors c'est bon. Ah ouais. Donc, tu n'as rien vu venir. Plus tard, il y a la brèche, et plus tard, ça explose, et tout ce qui est au-dessous, il part en fumée. Vaïchi, c'est pareil. C'est Stouma. C'est Stouma. Il ne voit pas venir l'assimilation. On va répondre à la question tout de suite de Rachi. Rachi, il parle de deux types d'assimilation. Rachi parle de l'assimilation spirituelle, de excusez-moi, il parle de deux types d'asservissement. L'asservissement spirituel, qui a commencé quand? À la mort de Yaakov. Parce que quand Yaakov est mort, il y a un niveau spirituel qui a baissé chez les frères, chez les fils de Yaakov. Et ils ont commencé à mettre leur confiance dans l'État égyptien. Ils ont commencé à respirer un peu les odeurs des valeurs goy. Ça, c'est un asservissement. C'est un asservissement quand tu raisonnes comme un goy. Il n'y a pas de haine dans mes propos, mais comme on dit l'Agmara, Alam ve'alim. Eux, ils sont là, nous, on est là. C'est pas les mêmes valeurs. Si tu commences à rentrer dans leurs valeurs, tu vois pas venir. Alors tu rentres dans leurs valeurs, puis tes enfants ils rentrent un peu dans leurs valeurs, et puis après, ton fils il est avec une goya. J'ai un cas comme ça. Quelqu'un que je connais depuis très longtemps, une femme. Oh, les études, bien, les enfants ils sont propres. C'est même des très très forts médecins. Il y en a, je crois que c'est un. Je citerai pas, je dirais pas, mais en tout cas, c'est dans sa spécialité. Je crois que c'est le plus jeune professeur qui ait eu dans sa spécialité. Il doit avoir 32 ans, 33 ans, avec une goye. Et moi, cette jeune femme, elle est plus très jeune maintenant, puisque je la connais depuis très longtemps. D'accord? C'était des voisins de famille. Ils ont nos âges. Et j'avais dit à elle, à son mari, mettez-leur de la Torah. Qu'est-ce que vous leur mettez les études, les machins, les trucs. Et des garçons propres, c'est-à-dire, quand je dis propre, pas de boîte, pas de machin, pas de truc, pas de cigarettes mémolées, comme ils disent les Israéliens, cigarettes mémolées. C'est- Elle est rembourrée, d'accord? Ni alcool, ni rien, non. Mais les valeurs goy. Donc le goy, et là, c'est très, 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 très dur. Là, c'est pire que se tirer une balle dans la tête. Et ben, ça commence comme ça endort. Non, il faut faire des études avec eux, puis après on les fréquente, puis après on peut pas. Je pas dit qu'on n'a pas le droit de faire des études, tu peux, mais allez-vous. Voilà. Vous savez, l'antisémitisme, vous n'allez pas aimer ce que je dis, mais c'est une aide. Comme ils ne nous aiment pas. Et la rue, elle est goy. Donc, déjà, un adolescent, s'il veut fréquenter un peu la rue, comment t'appelles toi, Ben Soussan? Ah, t'es juif, toi? Euh, Ça le recadre. Je rentre à la maison, je traîne plus dans les rues. Moi, je rigole pas. C'est ça qu'il a dit Rachid. Quand il y a Yaakov et Niftar, ah, il y a quelque chose qui s'est fermé. C'est que les valeurs goy, elles ont commencé à rentrer. Gentiment, t'as rien vu venir. Comme le siège. Tu dis le siège, on panique pas. 21 murailles, on a des vivres, on a tout, les soldats, ils vont se casser les dents, ils vont
Ouais, c'est c'est sérieux. Non, on essaie d'endormir. Ça enferme. C'est un rond. Mais un siège, c'est un rond. T'es fermé, t'es enfermé dans ton système. Mais un paracha vayechi, le dernier mot de la paracha Vayigash et Vayechi, il n'y a que un petit blanc. C'est-à-dire, l'estomac, elle est fermée. C'est ça l'idée entre l'Istéret et Vayechi. C'est que parfois tu t'enfermes. Et quand t'as pas la bonne valeur, bah, tu t'enfermes. T'es rentré dans un labyrinthe. C'est fini. On ne peut plus te rattraper. Ou alors, il faut une tchouva, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas le faire. C'est toi qui dois te changer de système. Et ça, c'est fondamental. Dans le roi relationnel, ça marche pareil. Non, non, c'est lui qui doit me dire Shalom Bay. Ah non, non, faut qu'elle change parce que. Mais toi, non. Je t'ai dit, moi, j'ai fait ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu un couple comme ça, c'était plus dans le sens. La femme me dit écoutez, alors moi, c'est bien ce que vous dites que je dois faire, mais moi, j'estime que depuis 20 ans, j'ai fait ce que je devais faire. Moi, je ne bouge plus d'un pouce. Donc, il faut que lui qui change. Ça, c'est mis dans un cercle. Elle a changé finalement, c'est pas qu'ils sont encore ensemble. Mais je lui dis, vous ne changez pas, c'est les guettes. Parce que lui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Quand on se met dans un cercle, on n'en sort pas. C'est ça le principe, il faut faire très attention. Les amis, c'est pareil. Quand tu es jeune et tu as des amis, il y a des gens qui me disent, oui, mais alors, je fréquente plus ces amis-là. Ah, moi, je veux plus aller en boîte. Mais il m'appelle, il me dit, alors, tu ne nous aimes plus, c'est quoi ça? Ah, depuis que tu es revenu religieux, ah, c'est ça la religion? Tu trahis l'amitié. Tu leur dis, non, je trahis pas l'amitié, viens, on prend un verre, viens, je t'amène chez le Ral, on va discuter, on va prendre des sushis, on va truc. Non, bien, mais moi, ça m'intéresse plus ce que tu fais. Ah ouais, alors, donc moi, je dois faire ce que tu fais, moi. Un gars, il est dans un rond. Et des fois, ça met une pression sur la personne en question, qui, ça t'échouva, elle est ébranlée. Il se dit, alors, grave, qu'est-ce que je fais? Je dis, ben non, t'es ferme. Tu deviens religieux, c'est qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Ou tu les fais pas. Tu dis, moi, je peux pas. Toi, t'as pas de règles. Tu dis à ton copain, moi, t'as pas de règles. Je suis pas des règles qui te disent, on fait pas. Moi, je suis des règles maintenant, c'est mon problème qu'on ne fait pas. Donc, ne me dis pas que tu veux casser mes règles. Voilà. Et là, il est sorti du cercle. C'est ça le problème. Parce que c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est une brèche, mais c'est une brèche invisible. Elle se voit pas. Elle se voit pas. Et ça, il faut faire très attention. Puisqu'on parlait de couple. Oui, il y a un couple qui est venu me voir. C'était un couple problématique, parce qu'ils n'étaient pas mariés ensemble. Ils étaient ensemble, enfin, ils étaient mariés chacun de leur côté. Donc, catastrophe. Très, très douloureuse histoire pour moi. Qu'est-ce qu'on voulait? Il voulait juste savoir, laïquement, s'il pouvait se marier après le divorce. J'aurais dit, ah non. Non. Ah non, parce que quand la femme, elle trompe son mari, eh ben, elle est assourde à son mari et à l'amant également, terminé. Bon, mais je leur ai quand même demandé, je leur ai dit, mais je comprends pas pourquoi. Vous savez ce qu'ils m'ont dit, ça fait peur. C'est exactement ça. C'est la brèche invisible. Je sais pas, on est voisins de bureau. Nous non plus, on n'a pas su ce qui s'est passé. Je dis, comment ça? Voisins de bureau, tac, tac, bonjour, au revoir. Puis on mange ensemble, et puis on s'habitue, et puis un jour, tac, c'est tombé. Ce que j'appelle la brèche invisible. Qu'est-ce que tu vas manger avec une femme qui n'est pas la tienne? Professionnellement, quand on est obligé d'avoir des contacts avec les femmes, on perd ses distances. Un homme, c'est un homme. Oui, ouais, c'est un homme. Ah bon? Ah bon? Ça, c'est pas. Même le rabbin, il est sensible. D'accord? Et je parle pas les petits rabbins, je parle les grands rabbins avec les grandes barbes, ils te diront aussi qu'ils sont sensibles.
Un homme, c'est sensible, c'est normal. Ça n'existe pas que c'est pas sensible. Donc, mets tes distances. Fais attention à tes yeux. T'as la brèche invisible. T'es arrivé à tromper ton mari. Oh, t'as chétif, comme Jules. Il a trompé sa femme. Même si les conséquences sont pas les mêmes. Un homme, s'il va avec une femme qui n'est pas mariée, il était avec une femme mariée. Si tu fais ça, de quel... Comment tu y arrives? Je sais pas. Tu te rends compte, il te dit, je sais pas. Brèche invisible. Il faut faire très, très attention. Tu laisses rentrer des trucs. Le père, il achète un iPhone à son fils. Il a 50 ans, fils. S'il a 18 ans et que il a acheté de ses propres deniers, et de son boulot, de machin, c'est compliqué de. Et ne lui offre pas, lui mets pas dans la main. Tu vas lui mettre une Kalachnikov dans la main. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Une brèche invisible. Oui, non, mais il y avait le contrôle parental là, ouais. Les gosses à 7 ans, et ça, ils connaissent, ils savent manipuler. S'ils savent pas, ils ont un copain. Tiens, mon grand frère, t'en fais pas, il te fait le truc. Et après, ils voient tout ce que tu veux. Avant même d'avoir des envies, ils voient des trucs qui sont. Donc, après, le gars, il te dit, ne touche pas ça, je préfère les hommes, je préfère ceci, je préfère cela. Mais d'où ça vient? Quoi. C'est une folie. La brèche invisible. Il faut être très vigilant à la Bretagne. C'est une société qui va très vite, très très vite. La richesse, la pauvreté, le bonheur, la vie, tout va très vite. Tout va très très vite. Donc l'asservissement, il a commencé spirituellement D'accord. avec Yaakov. Et physiquement, vous l'avez compris, avec la mort de Lévi, c'est-à-dire, si je me trompe pas, 54 ans plus tard. Mais ça commence toujours par un asservissement spirituel, Rabotin. Rappelez-vous de ça. Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire, c'est un asservissement président, c'est-à-dire, ça s'appelle l'assimilation. Tous les pogroms, toute la Shoah, tout, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et les gens, ils ne comprennent pas. Il y a une grande assimilation. Il y a une grande assimilation en 1800, 1850, l'affaire Dreyfus, quelque chose qui choque quand même le monde. Émile Zola, j'accuse, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était la gauche de l'époque. D'accord. Ils ont- Alors que le reste était vraiment, c'était même les tribunaux, tout était antisémite, clairement. Et quand on lit les textes d'accusation et les plaidoiries, c'est l'antisémitisme. De toute façon, vous êtes une race, c'est des trucs de fou, quoi, quand on entend ça. Herzl, il a entendu ça, il a dit, il faut s'assimiler, il faut continuer. Herzl, c'est pas celui qu'on croyait. Je ne fais pas son procès, mais c'était quelqu'un qui était pour l'assimilation. Il voulait un pays de culture européenne, culture juive. Ah, pas de culte, hein. Ne me parlez pas de culte. Hein. Ou si on me parlait de culte, soyons chrétiens. Mais juif dans la culture. C'est pour ça que tu me donnes l'Ouganda, ouais, pourquoi pas. Il faut connaître son histoire, mais bon, je ne vais pas parler de ça ici. Mais pourquoi je dis ça? Parce que lui, il a été très influencé, par exemple, par Dreyfus. Par Dreyfus. Au lieu de dire l'assimilation, elle a amené ça, que même ils te sortent qu'un gars qui est rien de juif, parce qu'il a un nom juif, te tape dessus. Alors il dit, alors, faut encore plus s'assimiler, quoi. Faut encore plus s'assimiler. Il n'a pas circoncis son fils. Il dit, ah, faut disparaître, ce système doit disparaître. Donc t'imagines comment le rond, la brèche invisible, elle fait la valeur, comment elle rentre. Il me dit Rav Shvadron que
Si t'as pas la Torah, tu peux pas perdurer. Nous, on est un miracle. On est un miracle. Les milliers de pogroms, des milliers d'exterminations dans toute l'histoire. Des trucs qui sont pas que comment dirais-je, le cerveau ne comprend pas. La Shoah, on ne comprend pas la Shoah. T'as un État entier, l'Europe complice, donc une grande partie aide, qui fait des chambres à gaz, des trucs pour tuer des gens, puis après des fours pour brûler des trucs bien organisés, des trucs. On les prend, on les met là, sur un peuple qui. Je sais pas, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? On n'a pas vu venir? Pareil, toujours pareil. Si on n'ouvre pas les yeux quand il est encore temps, terminé. Les parents dont je vous parle qui n'ont pas ouvert les yeux quand il était encore temps, bah maintenant leur fils, il a 30 ans passés, il est brillantissime dans son métier. Il est avec une jeune fille gentille, Goy. Elle est tellement gentille, tellement douce, intelligente, elle a aussi très autruche. Ils s'entendent très bien. Ils sont ensemble depuis 5 ans. C'est une catastrophe. Et là, ils pleurent, les parents. Ah ouais. Ils me disent, tu peux pas faire quelque chose pour lui. J'essaie de l'appeler. Ok. Et bon, bien dans sa peau, c'est le problème. Pas le gars qui se dit, ouf, mais il a été éduqué comme ça. La brèche, maintenant, pour lui, c'est normal. Donc le gars qui regrette, qui est là, alors tu l'attrapes, tu dis quoi, tu vois, là, mais le gars, voilà, voilà. C'est une tristesse absolue, c'est vraiment catastrophique. Et ça a commencé par, on veut qu'ils aient des bonnes études, hein, c'est des bonnes études. Non, mais s'ils étudient même 1 heure par semaine, c'est, 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 ils vont pas. Rien contre les études, moi, pas de problème. Hautes études, vas-y, fais des hautes études. Mais garde 1 heure par jour de Torah, la choule, le Shabbat, le papa qui est là, qui raconte, etc. Sans Torah, ça fonctionne? Ouais, zéro. Sans Torah, tu peux pas. Qu'est-ce qui fait l'asservissement spirituel? C'est qu'il t'enlève tout ça. Il t'entoure, puis après, t'es comme ça. C'est Stouma. Alors, comment on fait maintenant? Comment on fait? Il faut réfléchir dans sa vie, réfléchir dans sa vie, à faire des choses fines. Faire des choses fines. Réfléchir. Parce que si tu réfléchis à des choses fines vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis du relationnel que tu as avec l'autre, eh bien, tu vas être sur tes gardes. Tu vas comprendre les choses. Et c'est pour ça que on a posé la question. Yaakov, il a croisé les mains. Yaakov, il est âgé. Tu sais que tu vas mourir. Tu appelles tes enfants pour les bénir. Dis à Yosef, mon cher fils, tu t'es trompé, remets les enfants dans l'autre sens. Là, il n'a pas besoin, il met ses mains comme ça. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il croise les mains? Pourquoi tu croises les mains, Yaakov? Il croise les mains pour pas blesser Ménaché. Parce que s'il dit, ma main, Ménaché il est sur ma droite, et je ne veux pas Ménaché sur ma droite, je veux Ephraïm. Ménaché, c'est l'aîné, il sera très grand, mais Ephraïm, il sera plus grand que lui, bien que ce soit le cadet. Alors mets-le là. Ah, Ephraïm, Ménaché, va lui dire, Ménaché, il va dire, Ephraïm est plus grand que moi. Il va le déplacer. C'est comme si quelqu'un il s'assit à une place, il dit non, excuse-moi, là, c'est trop au cavote, là. T'es trop proche de telle personne, du rabbin, du rab, du rébé. Mais mets-toi là, s'il te plaît. Et pourquoi il n'a pas voulu faire ça? Pour pas faire une brèche invisible. Parce que Ménaché, il n'aurait pas dit ouais, c'est quoi cette histoire, etc. Puis c'est qu'il a tout de suite
Dieu, grand-père. Il va changer comme ça, tic-tac. Il ne rigole pas. Et Jacob. Mais Jacob s'est dit peut-être que petit pic là, petit pic qui va, la brèche invisible. Pensez à ça. Faire très attention quand on est éducateur, quand on est papa. Faire très attention à cette brèche invisible quand on est dans des couples. Moi, j'ai connu enfin, Shalom m'a dit un jour où le gars il a dit ouais non mais elle m'a dit ça. Elle a bon Dieu, j'ai jamais dit ça. Il lui a dit tu m'as dit ça il y a 7 ans quand on était à Rimini, je me rappelle. Rimini en Italie en vacances, tu m'as dit ça. Oh, je t'ai dit ça. Je me rappelle comme si c'était hier, c'était, tu te rappelles le restaurant là-bas, tac tac, ouais ouais, pizza, machin, bon, c'est pas original là-bas. Et, euh, elle lui avait balancé un truc, lui il a rien dit, mais brèche invisible. Une fois, il y a un garçon, une histoire vraie, triste, qui était à Mnebrac, fils de Rosh Yeshiva. Malheureusement, ça arrive dans tous les milieux. Il a dévié, 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 ça va très vite, jusqu'à faire de la délinquance. Prison. Il a pris quelques mois de prison, je ne sais plus. Il y a un ami de son père, c'était il y a très très longtemps. Un ami de son père, il va le voir et on lui demande, il y a quelqu'un qui vient te voir. Il dit, c'est qui? C'est Raventel. Il dit, ouais, bon, je vais aller le voir, mais si c'est pour qu'il me fasse la morale. Le Rav il raconte lui-même. Et il est là, il est derrière les barreaux. Et je ne sais pas comment ça se passe, mais il a un livre de Messilat Yesharim. C'est un livre de Moussard, très important, dans les mains. Alors le gamin, il voit ça, le gamin, il va avoir 20 ans, 19 ans, je sais pas, très jeune. Il lui a dit, ah, si vous m'amenez le Messilat Yesharim pour me faire du Moussard, je le connais par cœur, de toute façon. Il dit, non, non, c'est pour moi, parce que le chemin était très long depuis Bnei-Brak. Donc c'est non, c'est pour moi, moi je viens de juste avec des oranges, des petits trucs, des machins. Ah ouais, ça je veux bien. Il parle de tout et de rien. Et à la fin, il lui demande, le Rav demande à cet enfant, il dit, qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui a fait que t'as glissé, t'as commencé à faire des choses? Ouais, vous savez, la rue israélienne et tout. Oui, non, mais il y a un moment que, avant ça, il y a un moment où t'as switché. Oui, il y a un moment où j'ai switché. Ça m'a mis 2 ans à ouvrir la brèche et en faire une vraie catastrophe, comme on expliquait avec l'image du barrage. Je suis arrivé, je devais avoir 13 14 ans. J'ai eu, on a été interrogé sur toute la Masechet Baba Batra. Maintenant, elle a 137, 140 pages. Avec les Rachid et Tosfot, pour certains ça parle, pour certains ça va pas, en tout cas. Bref, et j'ai eu 100 sur 100. C'est-à-dire, j'ai cartonné. Ah, j'arrive, je cours à la maison, je suis fou de joie. C'est vraiment. Voilà, il a dit on fera une messiba, on fera en ton honneur, on fera un repas en ton honneur, tellement c'est exceptionnel comment tu as répondu. J'arrive et je vois mon père comme ça, avec un grand sourire, et je dis à mon père, papa, papa, j'ai eu 100 sur 100 sur le truc. J'ai mon père qui réagit pas tellement, il est un peu souriant comme ça. Papa, j'ai eu 100 sur 100, papa, train. Je dis, ah, bravo. Et puis après, je suis comme ça avec ma feuille. Mon père dit, viens, viens, viens. Il fait de l'autre côté, le tour de la rue, il me dit, regarde, t'as vu? T'as vu cette voiture? On a pu l'acheter. T'as vu comme elle est belle? Regarde, elle est noire comme ça, avec les trucs. Il m'a dit, ça va. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la voiture? C'est vrai que mes parents, ils n'avaient jamais eu de voiture de leur vie. Mon père, il a économisé, économisé. Mais il nous dit, la Torah, Torah, Torah. Ton fils, il arrive avec 100 sur 100 bababatra. Tu t'as même pas, presque pas écouté. Ouais, ouais, ah, bravo. Quand t'as une voiture, t'es là, t'as la bouche ouverte et t'as les yeux qui brillent.
brèche invisible. J'ai rien dit, j'ai truqué. Mais j'ai senti que ce jour-là, ça, ça m'a bloqué. Chut. Le siège du Yetzer Hara a été fait. Parachas Touma, c'est ses femmes. Yaakov, il n'a pas voulu ça. Il a dit, mais si jamais le ménager, déjà que il ne va pas recevoir la bracha de ma main droite, plus je lui dis, t'es pas à la bonne place. Change, change. Je préfère me fatiguer et croiser les mains. Je suis âgé, je suis fatigué, je suis vieux, ça va me faire mal. C'est pas grave. Je vais te faire très attention à ça. Ça, c'est la finesse d'empêcher une brèche. On a répondu à presque toutes les questions, il nous en manque une. Et c'est la même chose. Comprendre comment y arriver. Comprendre la solution. On a dit Issachar. Il a vu que la terre est bonne, que le repos, ah, quel kiff. Comme si le gars, il cherche une maison, tu vois. T'as trouvé une maison? Ah, j'ai trouvé une maison. C'est exactement ce qu'il faut. Elle est là, au bord du lac, truc. Il y a un petit vent, machin, c'est exactement ce que je veux. C'est de plein pied. Tac, machin. Ça change de ma maison où je monte 4 étages, 3 étages, de la chambre et le biscornu, il faut que je redescende au rez-de-chaussée, et après il faut que je remonte 2 étages pour me doucher. Truc là, c'est de plein pied, tac, il y a les enfants, chambre des enfants là, tac, tac, c'est exceptionnel. J'ai dit, ah bon, alors Mazel Tov. Ouais, non, non, mais je retourne là-bas, je vais bosser. C'est histoire. T'as vu que le Menoucha, elle est bonne, tu dis, ah bon, tout va bien. Allez, je me lève et je mets le fardeau sur mon épaule. Regardez, c'est très important. Il a compris que ce repos-là, c'était ce repos, le sommeil. D'accord? Il a compris que, j'ai rien dit, il a compris que c'était un kiff. C'était bien. Alors il a dit, ce kiff-là, je le donne à Hachem. Je le donne à Hachem. Ce sommeil-là, ce repos, je le donne à Hachem. Dans la Gemara Chagiga, on dit que les Talmidei Chachamim qui se coupent de leur sommeil, Talmidei Chachamim pour étudier, pas pour pas les gens qui dorment pas à cause de je sais pas quoi, eh bien, ils ont une place particulière là, le Olam Haba. Et ce qui fait, lui, il réfléchit. Il laisse pas le sommeil, le repos. Ça annule. Les gens, ils disent, mais 60 ans, ça y est, c'est la retraite, 72 ans, 63 ans, je ne connais pas les âges. D'accord? Les gens, ils disent, mais il faut bien. Mais c'est quoi la retraite? C'est quoi? C'est le robot. Mais c'est quoi le repos? Le repos, c'est pour après. Le meilleur, c'est vrai, c'est le repos, c'est bien. Dormir, c'est bien, c'est donne-le à Hachem. Ce qu'il a compris avec Issachar. Il a vu que c'est bien, il a dit alors c'est ça qu'il faut que je donne à Hachem. C'est ça le kiff? Ce kiff-là, je le donne à Hachem. On va dire que tu n'as pas le droit de te reposer aussi, de Shabbat Menucha, il y a des moments. Mais l'essentiel, c'est pour Hachem. C'est ça le résultat, c'est ça la finesse. Sinon, c'est pareil. Tu es dans un carcan. Et même si tu dis, c'est étudié, ça va te protéger quand même. Mais si tu dis avec la tête de te reposer, de- il n'y a que ça, ouais, non, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a pas une histoire extraordinaire de le Sfat Emet, c'était un des rébés de Gour. Son fils, il s'appelait le Imre Emet. Le Imre Emet, donc c'est des grandes dynasties de Rabbanim de Gour. Chassidut de Gour. Et la, il avait des tefilines qui venaient de ses aïeux. C'est-à-dire, depuis plus des dizaines d'années. Imagine, tu as une paire de tefilines qui appartient à ton arrière-grand-père qui était un sadique inouï. Il est passé par ton par ton grand-père, qui était un sadique, par ton père, qui était un grand, et tous des rébés, tous des grands maîtres. Et ils mettaient cette finine,
ces tefilines-là, il les mettait une fois par an la veille de Kippour, pour bien se préparer à Kippour. Une seule fois par an. Il ne voulait pas les utiliser. Un jour, il y a un homme simple qui est venu. Il est venu le voir un petit peu simplement, celui qu'on n'a jamais vu dans la show. Il a vu les tefilines comme ça, il s'est approché du rébé. Vous pouvez me prêter votre filine? J'ai pas mis les tefilines. Ouais. Les chassidim, ils ont dit le rébé, il va lui dire gentiment, écoute, tiens, il va demander, tiens, vas-y, prête-lui les tiens. Mais bien sûr, il a pris cette filine, il lui a donné. Alors après, la personne, il a fini, il l'a fait, il a creusé, tout. Les Talmidim, ils ont demandé, bébé, mais je comprends pas. Vous-même, vous ne les mettez qu'une fois par an. Et là, vous n'avez pas hésité à lui donner. Vous n'avez pas hésité à lui donner. Votre fille de vos aïeux, imaginez, il fait tomber par terre, je ne sais pas. Mais imaginez que je lui ai dit non. Même si toi, tu lui aurais donné, tiens, il y a un problème, je ne suis pas assez bien, je suis très... Donc je vais continuer à ne pas mettre les filines parce que cet homme-là, il est venu ici au Beth Midrash, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas l'air très expert dans la mise de filines, la façon dont il les a mis. On sent que pourquoi faire une brèche? Que son cœur il va se fermer. Ah ouais, de toute façon, c'est pas pour moi. Les religieux, là, comment ils sont. Jamais. Il faut réfléchir. Et tout le temps, dans ses rapports avec les gens, il faut toujours réfléchir comme ça. Il faut avoir une finesse. Il faut bien réfléchir. Sinon, t'enfermes les gens. Et il faut bien réfléchir à ce que tu subis toi aussi, dans ta vie, ce que t'entends, ce que tu prends, etc. Il faut réfléchir avec finesse. Attention, là, j'ai mis le doigt dans quelque chose. Trop de familiarité avec cette commerciale, trop, je sais pas. Attention de ne pas s'enfermer. Avec les portables, t'enfermes. Pourquoi t'es encore, bon, je pense que personne TikTok, mais pourquoi tu es encore TikTok, les gamins de 15 ans? Je donne quoi à des très jeunes? Je leur oblige devant moi à faire TikTok. Il y en a, je ne l'avais pas vu depuis 6 mois, je me dis, enlève TikTok. Mais grave, je l'ai enlevé quand je suis venu il y a 6 mois. Non, mais je sais que tu l'as remis, enlève-le. Il a rougi, il l'a enlevé. Je lui dis, regarde, ne joue pas avec moi. Parce que moi, je ne suis pas le bon Dieu, mais le bon Dieu, il regarde. Quand je te dis d'enlever TikTok, c'est bon. C'est pour pas que tu t'enfermes dans quelque chose. C'est pas pour moi, c'est pour toi que je te dis ça. D'accord? Donc c'est ça tout le principe. Qu'Hachem il fasse qu'on comprenne la finesse, il faut avoir de la finesse. Que le 10 Tevet, c'est quoi? C'est qu'on ne les a pas vus venir. C'est un siège, mais la preuve, même nous, on y passe, ce jeune. Ah ouais, c'est pas un jeune facile. Oh, d'ailleurs, on peut le sauter. D'ailleurs, ceci, d'ailleurs, cela. Oui, c'est pas les jeunes où la plus grande rigueur, bon, d'accord? Mais quand tu arrives et que tu dis c'est vendredi et que tu fais jusqu'à Shabbat, tu dis non, mais quand même. Il n'est pas très dur ce jeûne parce qu'il commence que vers 7h, 7h moins 5. Et il dure moins de 12 heures, il dure 11 heures, 18 heures terminé. Mais il va jusqu'à Shabbat. Ben, c'est ça, Rabbataï. C'est la brèche invisible. Faites très attention à ce qu'on appelle la brèche invisible. Et de la même façon qu'il y a la brèche invisible dans le mauvais sens, ce qu'on a vu ici, puisque c'est d'Istevet, rachat assimilation, etc. Il y a la brèche invisible dans le bon sens. Fais un petit. On sait faire ton de schéma le soir. Ça, quelqu'un m'a dit, c'est bizarre, hein. Quand j'étais petit, je faisais tout le temps. Non, je fais plus, j'oublie. Je dis, ça c'est Yetzirah. Parce que c'est une grande mitzvah de faire Kriyat Shema le soir. Souvent, on fait en plus le Kriyat Shema quand on prie avant la nuit, d'accord? Et donc, il faut le refaire. Et même si on l'a fait, il faut quand même le faire. Kriyat Shema Lamita, je sais, je prends un exemple, d'accord? C'est que après, c'est les habitudes.
Il ne fait plus Kriyat Shema, il ne fait plus ça, il ne fait plus ci, il ne fait plus ça. Je crois qu'ils ont été sauvés par le Kriyat Shema. Sauvés par le Kriyat Shema. Ils ont voulu faire le Kriyat Shema, ils sont sortis. J'ai beaucoup d'histoires. Voilà. Il est déjà tard. D'accord? Donc c'est pour une chose. Les gens, ils ont mis le tzitzit, ils ont été sauvés. Mon grand-père, mon grand-père, il était autrichien. Enfin, il était galicien, mais c'était sud de la Pologne, et donc en fait, finalement, il est né en Autriche. Bref. Donc il a combattu les Français en 14-18. D'accord? Euh, et il a raconté à sa mère, moi je ne l'ai pas connu, il a raconté à sa fille, que ma mère, elle est à Chalin, que il y avait un vrai problème, c'est qu'il y avait des juifs allemands dans l'armée allemande, et des juifs français dans l'armée française. Il y a une histoire qui n'est pas la sienne, une histoire vraie, je l'ai lu dans un livre, c'était un juif français qui a tiré sur un Allemand, et après il les achevait à la baïonnette, quoi. Et quand il arrivait pour achever l'Allemand, il était en train de faire schéma. Et donc il n'a pas achevé, mais bon, un autre l'a achevé, en tout cas le gars il est mort quand même. Mais c'était un traumatisme terrible. Il avait tué un juif. Et mon grand-père, un jour, il est en face d'un soldat français qui le joue. Les deux se mettent en joue. Et dans la tête de mon grand-père, il se dit, peut-être c'est un juif. Et il décide de lever il lève le fusil pour pas le tuer. Et l'autre, il tire. Et mon grand-père reçoit la balle là. Il y a là, regardez ce qu'il y a derrière la balle, derrière le coude. Hmm. Il y a, il y a sa tête. C'est-à-dire que s'il n'avait pas levé le fusil, lui, il est comme ça. S'il ne lève pas le fusil, il prenait la balle en pleine tête. Il a levé le fusil, il a pris la. Il a pris ça, on ne sait pas. Ça, je ne sais pas. Mais en tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait d'avoir craint que c'était un juif, ça l'a sauvé. Donc ça, c'est la finesse. Ça, c'est la finesse de se dire, allez, je tue pas un juif. Et ça lui a sauvé la vie. Voilà. Qu'Hachem, il fasse que soit fin dans notre raisonnement, dans notre appareil en Hachem, et qu'on prenne chaque petite mitzvot, il faut les prendre, parce que ça fait un grand pas. Et c'est ça aussi, la brèche invisible, mais du côté positif. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.